Salut à tous, bienvenue dans ce 62e live sur Bubble 9e art où j'ai le plaisir d'accueillir Martin Panchaud pour la sortie de son album La couleur des choses publié chez Sayla. Bienvenue Martin. Merci. Pendant une heure, nous sommes en direct et malheureusement cette fois vous n'avez pas la possibilité d'échanger avec nous. Il y a un petit problème technique sur le chat, mais vous avez quand même le replay qui sera disponible et on a préparé tout un tas de questions et de planches à vous montrer. J'espère que cette interview sera intéressante. Nous allons parler de l'album comme d'habitude, mais aussi des thématiques du livre, aussi des techniques ou du travail de Martin en général. Mais avant de poser la première question, je vous dis quelques mots sur l'album. Polar décalé et rythmé, La couleur des choses nous embarque dans l'univers d'un jeune Britannique de 14 ans, Simon, devenu possesseur d'un ticket gagnant valant 16 millions de livres sterling qu'il ne peut encaisser sans l'aide d'une personne majeure. Ce ticket, obtenu en secret sur les conseils d'une voyante, va faire basculer la vie de Simon et de ses parents et nous embarquer dans un road trip un peu fou, plein d'humour et de moments plus tragiques. Remarqué dès sa sortie par son approche particulière du dessin, le livre de Martin Panchaud se distingue par ses points, ses vues sans perspective et ses planches aux allures d'infographie, un graphisme façon jeu vidéo top-down game, mais on en parlera ensemble avec quelques planches à l'appui. La couleur des choses a créé la surprise en reportant le Fauve d'Or à Angoulême en janvier dernier, après avoir eu de nombreux prix, dont le prix suisse du livre pour l'enfance et la jeunesse et le grand prix de la critique ACBD. Il est paru en France en 2022, après une première publication en allemand en 2020. Mais découvrons la couleur des choses directement avec son auteur. Martin, une première question pour lancer la discussion. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette idée et est-ce que la forme a un petit peu influencé le fond? Alors, en fait, l'idée de raconter des histoires sous forme de points, de formes abstraites, colorées, donc de représenter des personnages comme ça, tout vu en plan, c'était venu avant l'écriture de l'histoire. C'était à la suite de mes études de graphiste. Et auparavant, j'avais déjà fait des études de bande dessinée. Avec un ami, en fait, on s'était dit qu'on allait chercher de nouvelles voies un peu à la bande dessinée. Et puis, moi, j'ai allié ces deux capacités qui étaient la sobriété du graphisme et la capacité de raconter des histoires avec la bande dessinée. Et donc, je suis arrivé avec ce langage. Et à partir de là, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais l'amener à un nouveau niveau, le faire grandir. Et puis, j'ai eu cette idée, cette vision de ce livre qui serait entièrement réalisé avec ce langage. Et à partir de là, en fait, ça m'a conduit à écrire le scénario. Et quand j'ai écrit le scénario, je n'ai vraiment pas cherché à exploiter ce jeu de forme. Je me suis dit, il faut que ce soit le langage qui s'adapte en fait au récit. Et c'est à moi de trouver des solutions visuelles pour faire en sorte que tout soit compréhensible, pour que le lecteur ne soit pas perdu. Et c'est comme ça, en fait, qu'a démarré le projet. Et avant même le projet, tu avais réalisé une image géante de la course hippique qui permet dans le livre à Simon de gagner, une fresque présentée au Centre d'art contemporain de Genève en 2014. Et ça, c'était déjà en amont du livre, c'était déjà prévu ou c'était une image que tu avais envie de faire? En fait, pour la chronologie exacte, c'est là, en 2011, je pars en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et là, je commence à écrire. Enfin, je suis loin de mes amis, je suis dans une ville nouvelle. C'est idéal pour être focus, en fait, pour avoir un rythme de travail assez dense. Et je m'inspire de tout ce que je vois, et notamment de ces courses hippiques qu'il y a en Angleterre. Et là, en fait, je tombe sur ce nom Black Caviar. Et dans la première version, c'était un tocard. C'était vraiment un cheval qui n'arrivait à rien. Sauf que plus j'écrivais l'histoire, plus ce cheval devenait une légende. Et il s'est avéré que ce cheval, qui est australien, est venu en Angleterre pour concourir pour la Ascot. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, mais je vais intégrer ce fait historique, ce fait réel dans mon histoire et vraiment me baser là-dessus. Et à partir de là, j'ai réuni énormément d'informations. Et je me suis dit, bah, tiens, je pourrais raconter toute cette course sur une seule image et l'exposer en fait dans un musée. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était ce côté amener la bande dessinée dans un aspect muséal, que finalement le spectateur puisse se poser devant cette image et commencer à la lire au même titre qu'on lirait une bande dessinée finalement.
Il y a un petit effet un peu hiéroglyphe aussi, vu qu'on est sur un mur, donc on est en train de suivre. Il y a cette image, en fait, elle est faite donc 1 mètre de long sur 4, puis elle a une sorte de S de lecture, comme ça, donc on peut suivre. Et cette idée, en fait, d'avoir un livre, une histoire, mais aussi des, ce que j'appelle des adjuvants, c'est-à-dire des choses qui complètent ou qui déploient l'histoire, est assez, me plaisait beaucoup. Après, c'est aussi ce qui est arrivé un peu avec Star Wars. On pourra en revenir plus tard, j'imagine. Ouais, justement, à propos de Star Wars, tu as créé une BD en scroll infini qui reprend le script du premier Star Wars originel. Du coup, déjà, d'où vient l'idée? Et en plus, tu l'as fait sous format donc, de scroll un peu comme les webtoons. Pourquoi pour ta bande dessinée, t'es pas parti sur un webtoon après? Alors, c'est une bonne question. Donc là aussi, je continue à écrire mon histoire pendant que, pardon, pendant que je, je, je trouve en fait enfin, à un moment donné dans mon histoire, il y a un extrait de Star Wars. Et à partir de là, en fait, je me commence à faire cette adaptation. Et, et, et là, en fait, c'est naturel en fait que je construis l'histoire en long. Et, et en fait, l'idée du webtoon, mais même à cette époque-là, je suis même pas sûr de bien connaître ce que c'est. On est en 2016, hein, 2015-2016, et c'est pas aussi populaire que maintenant. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir un peu cet accès à la fanbase de Star Wars, qui est très volumineuse, et puis de me proposer un style qui est ce langage visuel avec une histoire qui n'est pas la mienne, et puis de voir si ça fonctionne. Et ce travail, en fait, a validé plein de choses de manière très intéressante. Et ce qui est assez fort sympathique, c'est que d'ailleurs récemment, très récemment, ce week-end, sur Reddit, il y en a qui ont reposté ce travail, et ça, j'ai eu 80 000 visiteurs sur le week-end. Donc on peut voir qu'en fait, même après 16 ans, même depuis 2016, et ben, ça continue à intéresser, il y a continué à avoir des gens qui sont intéressés par ce travail. Et donc on peut le voir sur le site qui s'appelle swanh.net. C'est un site, c'est mon propre site en fait, c'est Star Wars A New Hope.net. Ben, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo YouTube, comme ça vous pourriez y accéder facilement. Et du coup, est-ce que justement Star Wars, le fait d'adapter ce script qui est réputé pour coller un petit peu, on va dire, au script doctor américain, est-ce que ça t'a aidé à construire ton histoire, ta propre histoire? Est-ce que ça t'a donné des codes? Est-ce que ça t'a aidé à construire ton premier album? Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce scénario de Star Wars est considéré comme l'un des scénarios parfaits. Même encore aujourd'hui, en fait, il est considéré comme un exemple de structure, de narration, de point de rupture, euh, et pas directement, mais je pense qu'inconsciemment, oui, finalement, parce que quand, quand, quand je dessine, en fait, je dessine des décors, puis j'ai des personnages que je fais dialoguer. Donc j'ai presque ce rapport un peu du réalisateur qui, euh, qui met en scène en fait ces personnages. Et j'ai mis un peu les chaussons bien humblement, hein, de Lucas, où bah, finalement j'ai dû choper les plans des décors du film réellement, et où j'ai Ok. pu voir comment il a placé sa caméra, comment il a placé ses trucs, comme toutes les astuces qu'il a utilisées. Et finalement, ça m'a. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça m'a influencé, mais en tout cas, ça a permis d'écrire une histoire de bout en bout, avec toute sa densité. Et ça, c'était vraiment une expérience très riche. Et du coup, je reviens donc à l'histoire de ce jeune garçon qui est dans un univers, moi je trouve que c'est de la tragicomédie, mais il y a un côté triste, un côté trash, un côté drôle. C'est pour ça que j'avais envie de les comparer aux Simpsons ou à Shameless dans les séries télé. Est-ce que toi, Ouais. tu avais des modèles un petit peu en tête pour ton histoire? Euh, alors moi, j'aime beaucoup. Ah, est-ce que j'ai fait des modèles en tête? En fait, ouais, et ça revient pas mal. Quand je découvre ce monde anglophone, il y a beaucoup en fait, j'ai une sensibilité sur le rythme et sur les dialogues.
Et un film qui est très bien rythmé et très bien dialogué, c'est Arnaque, Crime et Botanique. Ouais. Et je trouve que eux, ils se permettent des punchlines, ils se permettent des phases. Il y a énormément de personnages, il y a des grandes idées, et je suis en fait assez. Euh, euh, mais donc oui, ça j'ai été vraiment influencé par ce genre de film. Euh, Maintenant, il y en avait un qui disait, on dirait du South Park mélangé avec un drame social, un truc comme ça. Ça aussi, je me reconnais là-dessus dans ce genre de, de description. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, South Park, c'est intéressant parce que eux, ils ont commencé en animant des petites vignettes en papier sur des décors. Il y a un petit côté de ça, puisque tu disais toi-même que tu déplaçais les points sur le décor. Exactement. Mais en fait, il y a cette économie de moyens qui fait que on est focus sur l'histoire, les personnages, les choses comme ça. Et, euh, et on peut en fait raconter plein de choses avec voilà, des personnages très très simplifiés. Enfin, South Park aussi sont assez forts pour coller à une actualité, être irrévérencieux, avoir un message. Ils ont des structures qui sont très très. Moi, je suis assez admiratif de leur boulot et ça existe encore. Hein. Et toi, pour ton histoire, tu es parti sur un road trip qui tire un petit peu vers le polar. Il y a une sorte d'enquête, c'est pas exactement une enquête, mais il y a un côté, on cherche quelque chose. Et est-ce que ça te paraissait le plus approprié pour parler de thématiques sociales ou de choses comme ça par rapport à ton projet? Euh, alors non, une de mes inquiétudes, c'était vraiment que le lecteur puisse euh, être embarqué dans une histoire et ne pas devoir se casser la tête à essayer de comprendre ce que j'ai voulu dire. Mhm. Et c'est cette quête de fluidité, en fait, de cacher le travail à quelque part. Le fait qu'on puisse passer d'une case à une autre, d'une scène à une autre, d'un personnage à un autre, sans se dire mais c'est Jackie lui, mais il s'est passé quoi là déjà, mais je comprends pas ce qu'on me raconte. Et ma hantise, c'était vraiment ça. Euh, donc j'ai vraiment cherché à préciser, euh, enfin, à travailler sur cet acte de lecture et cette expérience de lecture. C'est vraiment ça qui m'a drivé. Après, une fois que c'était mon objectif, dans la théorie du scénario, ou d'écriture, ou de narration, ou de storytelling, il y a cette idée voilà, de créer des ruptures, de créer des surprises, d'avoir des temps forts, des temps plus calmes. Puis en fait, voilà, après, on construit son gâteau, on construit sa narration comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ça, si je me permets de faire une digression, Oui. souvent, euh, l'illustration et la bande dessinée sont voisins parce que finalement, il peut y avoir des auteurs de bande dessinée qui font de l'illustration et vice-versa. Et je crois que c'est un peu comme le cinéma et la photo. Je pense que la force de la bande dessinée, c'est vraiment cette idée de narration à travers le temps et, et que et c'est ça sa force en fait. Euh, c'est pour ça que certains on disent ouais, enfin, voilà, après il y a des débats qui se font qui peuvent être intéressants, hein. Mais je pense que c'est vraiment cette expérience de vivre des aventures, des sentiments, de découvrir des personnages à travers une lecture qui est la force de la bande dessinée et sur lequel je me suis le plus concentré. Ben, c'est vrai que ça se ressent bien. Et je voulais te faire parler, justement, tu as évoqué l'idée d'embarquer le lecteur. J'ai parlé aussi de jeux vidéo un petit peu en intro. Est-ce que du coup, il y a une notion comme ça où tu as voulu guider les lecteurs? On a l'impression que les premières pages sont un petit peu tutoriels. Est-ce que le jeu vidéo t'a aussi bien inspiré pour ça? Oui, dans le sens où, alors, à part ça, je sais pas si ton image est fixe. Ton image va bien? Ah oui, oui, oui. D'accord. Ben, moi, je te vois en décalé, mais le son est très bien. Ah ok. On continue. Oui, en fait, le jeu vidéo, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as une phase de tuto au début qui doit t'expliquer comment jouer au jeu et les bons tutos sont dissimulés en fait. On commence en fait à, à découvrir le jeu en y jouant et à ces mécaniques qui se rajoutent avec les couches. Alors moi, j'ai aussi démarré comme ça.
la première image, c'est vraiment une image que je peux montrer, Oui. qui est un gâteau et qui est une licorne, qui est vraiment pour le coup un dessin que tout le monde peut lire, que tout le monde peut comprendre. Et après, je dis, ben voilà, ce dessin, cette licorne, c'est un gâteau, et ce gâteau, c'est un point. Et je rajoute la mère qui dit un texte, puis je rajoute le fils ici, et puis après, je rajoute une ligne de dialogue. Et en fait, peu à peu, on arrive sur la vue en plan, les personnages, les différents systèmes de dialogue et de phylactère, et puis c'est fait. Le lecteur a compris comment ça marche. Et c'est assez étonnant à quel point c'est très efficace. Encore récemment, je reçois des lettres de lecteurs qui... C'est des mails maintenant. On ne reçoit plus vraiment de lettres, ce qui est un peu dommage. Mais c'est des mails des gens qui ne lisent pas de la bande dessinée et qui découvrent ce livre et qui arrivent en fait à plonger dedans et à trouver leur compte. Et ça, c'est vraiment pour moi une victoire importante en fait, d'avoir pu conquérir ou montrer des choses à des lecteurs qui n'auraient pas tendance à les voir en fait. Oui, je trouve que c'est une des joies de ce Fauve d'Or de cette année, en plus de célébrer ton travail, c'est que ça ouvre aussi un champ de la bande dessinée à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ont une certaine vision de la bande dessinée. Et comme la bande dessinée, c'est un média assez jeune, je trouve que là, tu ouvres une nouvelle porte. Alors, il y a eu des expérimentations, il y a eu des choses comme ça, mais on dit, voilà, une bande dessinée qui expérimente aussi voilà, sur le dessin, des choses comme ça peut ouvrir des portes. Et on peut parier que dans les années prochaines, il y aura des gens qui utiliseront ton système ou qui s'en rapprocheront en tout cas. Donc ça, c'est génial. J'imagine que tu vas suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Complètement, et avec joie. Oui, mais en fait, c'est exactement ça. Je trouve que, alors bon, maintenant je peux le dire avec un peu plus d'appui, mais pendant très longtemps, c'est un livre qui a eu de la peine à trouver un éditeur, qui a eu de la peine à convaincre, puis même, chaque étape a été un parcours du combattant presque. Et puis aujourd'hui, on arrive avec un livre qui finalement peut se paraître dans la case indé, expérimental, bizarre, et qui finalement se retrouve un peu grand public, qui a reçu des prix assez, enfin voilà, des prix qui sont géniaux. Moi, je suis très honoré. Et puis aussi où la presse aussi assez généraliste en fait a pu en parler. Et donc il y a je crois que la porte qui est ouverte, c'est aussi celle de se dire, on peut faire des choses différentes et avoir un succès critique et commercial. Et ça, je pense que c'est aussi encourageant pour d'autres qui se disaient, non mais moi c'est normal, parce que ça j'ai déjà entendu, hein, c'est normal que ça se vende pas, parce que c'est trop abstrait, parce que c'est trop indé, parce que c'est pas commercial et tout ça, parce que c'est pas... Et je pense qu'il faut il faut casser un peu ces réflexes qu'on a de vouloir se dire, de mettre des étiquettes sur il est bien normal que ça marche pas parce que je suis trop indé, je suis trop artistique. Et que en fait, il y a une place pour l'expérimentation, l'audace et puis la nouveauté. Après, ça reste... je pense que quelque chose qui a été important, c'est du fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des éditeurs, je me suis dit mon boulot n'est pas assez bien. Et il y a ce travail de se remettre au travail et d'aller jusqu'au bout et d'avoir de faire ce travail de police, poncer, dépolir, laquer, poncer, jusque pour avoir le truc le plus clean possible. Et peut-être que si je l'avais sorti il y a 5 ans, il ne serait pas aussi bien. Ouais. Je ne sais pas en fait. Peut-être. Et du coup, tu dis que tu as eu du mal à le sortir. C'était un projet que tu portais depuis longtemps. Je vais afficher là la couverture allemande Alors, du livre chez Moderne. la timeline, c'est
en 2012, je reçois un prix d'encouragement pour les 50 premières pages à Genève. À partir de là, je cherche un éditeur. Aucun éditeur francophone n'est intéressé. Pour ceux que je vais voir, je ne vais pas tous les voir non plus. Ça reste une maquette. Hein. Et en 14, je vais voir les éditions modernes à Zurich. Et là, tout de suite, il n'avait jamais vu ça. Il a dit, ah bah super, quand tu as fini, tu reviens me voir, on va l'éditer. Il me disait, on va pas en vendre, mais j'ai jamais vu ça en 40 ans de métier, donc on va le faire. Donc là, c'était super. Et je me suis dit, bah, maintenant que j'ai un éditeur allemand, il faut que je trouve un éditeur français. Donc, en parallèle de finir le livre, j'ai continué à chercher un éditeur allemand, enfin francophone. Et là, rien du tout. Le livre sort, je me dis, bah voilà, maintenant j'ai un livre dans les mains, ça va être plus simple. Il y a le Covid, les éditeurs ne se rencontrent pas, il ne se passe rien. En 2001, je reçois le prix jeunesse, le prix suisse jeunesse. Donc là, je me dis, ça ferait de la visibilité, donc ça me permettra. Et puis là aussi, rien du tout. Donc, enfin voilà, faut revenir dessus. Puis c'est là où j'ai rencontré Serge Avanzik, des éditions Ça et Là, qui m'a d'abord dit non, parce qu'il édite uniquement des livres non francophones. Et ensuite, à force de... En fait, je trouvais que son catalogue, son discours, tout collait avec ce livre. Et pour la petite histoire, j'avais fait un pari avec mon éditeur allemand, David Basler, où je lui avais dit, mais moi j'ai besoin, avant la fin de l'année 2021, il me faut un éditeur francophone. Il m'a dit, ah, ça sera trop tard et tout ça. Puis c'était genre le 27 décembre, j'envoie un mail à Serge. Serge qui précédemment m'avait quand même envoyé la liste de plein d'éditeurs qui pourraient être intéressés, à qui j'ai contacté et qui m'ont dit non. Et il m'a dit, si tu trouves personne, tu reviens en mars et puis on va le faire. Et en décembre, je lui ai dit, écoute, j'ai arrêté de chercher parce que c'est toi l'éditeur de ce livre, je pense que c'est toi. Et il me répond 20 minutes plus tard, je l'ai lu, ouais, on va le faire, c'est évident. Donc voilà, même l'éditeur francophone, il faut le travailler au corps et puis il y a une dose d'intensité qu'il faut mettre pour passer le cap qui est très très, qui peut être très décourageant, hein, ça c'est sûr. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on a souvent des jeunes qui veulent être auteurs, autrices, qui suivent ces lives, et du coup, là, c'est c'est un bon encouragement sur vraiment pas lâcher ce qu'on a envie de faire et pas s'adapter forcément, mais ça, c'est super encourageant. Justement, là, j'affichais à l'écran les couvertures des éditions modernes et les couvertures des éditions Ça et Là. On voit qu'elles sont très différentes. Sur celle d'édition moderne, on a des personnages avec des bouts de dialogue. Et sur celle de l'édition française, en fait, on a des pictogrammes qui symbolisent des moments clés du livre. Comment tu les as travaillés particulièrement? Alors, donc d'abord c'était la version allemande. Ça c'est les éditions modernes qui ont fait celle-là. Ça c'est la version, la première édition avec ce fameux pot de lézard. Et l'idée c'était de mettre la quatrième de couverture devant et d'avoir ce côté abstrait tout de suite. Et derrière, en fait, l'image avec un petit clin d'œil ici où il y a le livre en fait sur la table de chevet à l'intérieur. Et donc ça, en fait, moi, j'ai pas eu de mots à dire là-dessus. Ça, c'est vraiment eux qui ont fait ça. Et pour la version française, en fait, Serge m'avait suggéré justement de faire une sorte de petite composition avec les éléments. Alors moi, à la base, je voulais pas le faire parce que c'est des trucs qui me stressent énormément de faire des couvertures. Enfin, de faire des couvertures, quand j'avais fait plein de livres, de faire cette couverture. Et en fait, il a réussi à me guider juste comme il fallait pour qu'en fait, cette couverture fonctionne assez bien. Où en fait, une fois qu'on a lu le livre, tous ces symboles prennent sens, toutes ces liaisons prennent sens et ça marche assez bien. Et de l'autre côté, en fait, on a la version un peu mise en abîme où on a le poids, la taille, l'ISBN du livre. Donc voilà. Et ça donne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le même papier, mais c'est pas la même main. Ce qui fait qu'on a un livre français qui est un peu plus dense que la version allemande. Voilà.
Et est-ce que ce travail justement de faire les deux couvertures, ça t'influence pour la suite? Tu te dis, ah oui, ok, il est possible de faire aussi ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas prendre en compte dans tes prochains projets? Euh, Bonne question. Bon, dans les prochains projets, j'aime bien partir de zéro, Mhm. de pas. Alors, j'ai pas vraiment pensé à la couverture du prochain, mais ça me permet de placer des jalons, de- En fait, moi, je vois un peu ce travail, mon travail artistique, un peu qu'on parle de la course, de Star Wars, de ce livre, d'autres choses, un peu comme une sorte de terrain à cartographier. Une fois que j'ai trouvé quelque chose, une fois que j'ai pu cartographier un lieu, j'ai de la peine à y revenir et à refaire les choses qui marchent. Et d'ailleurs, je ne pense pas que mon prochain livre aura la même tête que la couleur des choses, en termes de visuel, en termes de rendu, en termes de... Je pense que je ferai évoluer aussi ça, dans un sens ou dans l'autre, en fait. Je ne sais pas encore exactement comment, mais j'ai de la peine à appliquer la formule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Ouais, de ouais. cette idée de- d'avoir un petit truc, tricks comme ça et te dire, ah mais là, je sais que ça marche, je vais y aller là-dessus. J'aime bien me mettre en situation où, par exemple, j'ai une scène à raconter et je n'ai pas de solution trouvée et donc je dois inventer quelque chose. Notamment dans le livre, par exemple, il y a des moments où ben, un personnage perd une dent, un personnage allume une cigarette ou allume un cigare. Et ben, comment je le montre, moi, à vue de dessus avec, euh, avec ces ronds. Donc voilà, il faut que je trouve un moyen de faire passer le message, de passer tout ça. Euh, Mais ça, justement, je voulais t'interroger sur ça, dans ton livre, dans ta BD, il y a beaucoup de passages comme ça, un petit peu de digression visuelle où tu t'amuses, voilà, à aller montrer comment marche un foie, montrer le fonctionnement d'un taser ou des choses comme ça. D'où c'est venu ça? Est-ce que c'était déjà à l'écriture du scénario ou c'est en réalisant les planches, tu te dis, ah, mais je pourrais aller plus loin en tirant le fil Ben, en fait, je me suis dit, entre les chapitres, il fallait des interludes, il fallait des moments un peu de pause. Donc il y a le personnage des baleines qui est venu, mais il y a aussi, en fait, je pense que c'est en faisant mes propres recherches où je me suis dit, mais au fond, comment ça marche un taser? Euh, euh, Comment c'est utilisé? Comment c'est réglementé? Qui a fabriqué ça? Pourquoi? Et c'était un peu partager un peu ces connaissances. Euh, Par exemple, dans les tasers, ce qui est intéressant, c'est que ils ont des confettis d'identification. Ce qui fait que quand vous tirez avec un taser, ça disperse des petits confettis avec un numéro de série dessus qui fait qu'on sait qui a tiré, théoriquement. Parce que ça peut très vite devenir une arme offensive, en fait, un taser. Et en fait, les policiers anglais, qui ne sont pas armés pour la plupart, quoique ça a un peu changé maintenant, euh, ont des tasers, en fait. Et ça, du coup, je trouve que c'est une proximité que tu as avec un peu Chris Ware ou ce genre d'auteur qui cherche un peu formellement, où justement il y a beaucoup de sous-parties, de sous-bandes qui viennent parasiter un peu la lecture. Parasiter au sens positif, hein, c'est dans le sens où Ouais, on ouais. est stimulé, pardon, plus que parasiter, ou Tony Millionnaire, je pense à ce genre d'auteur. Est-ce que c'est des auteurs qui t'ont beaucoup influencé dans ce style d'écriture? Bien sûr, alors Chris Ware, évidemment que ça fait longtemps qu'il est là, c'est un monument il a placé beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que, alors souvent, je pense qu'on me compare un peu trop facilement à Chris Ware dans le sens où lui, je crois qu'il taffe un peu plus que moi, dans le sens où il se salit un peu plus les doigts, il doit être un peu plus focus. Enfin, il a un engagement total dans son travail et je trouve ça admirable. Et je suis très flatté qu'on me compare à Chris Ware. Je pense que c'est une référence on n'a pas envie de nier. Mais, euh, mais oui, mais en fait, c'est dans ce langage minimal où tout d'un coup, avec un jeu de flèches, avec un jeu de séquences, avec un jeu euh, parce que finalement,
un des points qui nous rapproche dans Chris Ware, il y en a plein qui nous écartent. Hein. Encore une fois, moi, je n'ai pas le niveau de dessin de Chris Ware, ni le niveau de typographie, ni voilà, faut laisser le maître aussi là où il est. Enfin, mais c'est qu'au bout d'un moment, si la bande dessinée est séquentielle, avec ce système de flèches, on peut changer l'ordre de la séquence et voir des séquences multiples. Et donc, en fait, avoir des narrations parallèles ou des narrations différentes suivant la manière dont on le lit. Et ça, c'est une, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une astuce en fait que lui et moi utilisons. Et c'est aussi des choses qu'on utilise. Enfin, c'est ponctuel. Moi, j'ai une mécanique de narration qui est cette vue en plan avec ses ronds. Puis tout d'un coup, je peux m'écarter de ça pour proposer autre chose, mais je reviens quand même à ce système, qui est le fil rouge en fait, qui est la ligne narrative. Et du coup, là, on parle de dessin, je montre des planches. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles, c'est quoi tes outils, justement, techniquement? Alors, mes outils, en fait, c'est très simple. Je vais vous la montrer. C'est cette chose. Alors, c'est vraiment pas glamour, hein, parce que je crois que c'est la version la plus cheap qui existe de Wacom. C'est une tablette, en fait. Et j'utilise un stylet et je dessine tout comme ça avec main sur le clavier. En fait, je travaille avec Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel. Mais je dois avouer que c'est un peu une usine à gaz et j'ai comme projet d'apprendre à utiliser les iPads et notamment ce qui est le Procreate, mais pour vecteur, qui s'appelle Vectornator, où en fait j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus fluide et tout ça. Mais pour l'instant, je suis vraiment à la old school. J'ai même pas d'écran sur ma tablette. Quand je travaillais quand j'avais ma table d'atelier au Strapazine, donc petite digression, Strapazine, c'est un lieu à Zurich où il y a des auteurs, des illustrateurs de toute génération, de tout genre, et notamment qui a les bureaux du magazine Strapazine, qui est un fanzine de bande dessinée qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Donc c'est vraiment, et ils vont chercher des auteurs de quatre coins du monde. Et en Suisse, c'est un peu, on édite d'abord au Strapazine et puis après on trouve des éditeurs. Et enfin c'est une culture très forte. Et en fait, quand je suis arrivé à Zurich, je suis arrivé dans ce lieu et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses aussi sur la bande dessinée. Et donc eux là-bas, si vous allez sur ça, ils ont tous les Cintiq où ils dessinent sur leur tablette et tout ça. Et puis moi, j'ai ma petite tablette sur le côté où ils dessinent aussi à la main. Hein, enfin, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de matériel très onéreux pour travailler. Et du coup, pour bien comprendre, en fait, avec le dessin vectoriel, tu as la possibilité d'agrandir et rétrécir sans perte. Tu peux dupliquer des éléments. Est-ce que tu te fais une bibliothèque d'éléments au départ et tu les places, tu les déplaces, ou est-ce que tu dessines chaque case, chaque planche plus traditionnellement? Alors en fait, ce qui arrive, c'est que au début de ma carrière, avec des grandes guillemets, je devais tout dessiner parce que j'avais absolument rien. Aujourd'hui, je commence à avoir une bibliothèque d'images que je peux récupérer, remodifier, tout ça. Après, c'est très paradoxal parce que mon épouse est architecte d'intérieur et elle a accès à des banques de chaises, de tables, de vues en plan, enfin, incroyable. Alors, j'ai jamais tapé dedans. J'ai jamais eu accès d'ailleurs à ce puis j'ai jamais eu vraiment envie. Et à chaque fois, je me fais l'effort de choisir la chaise que je veux, de l'imaginer en plan, de trouver une image, puis d'avoir une traduction comme ça. Ça, je me force vraiment à ne pas choper des fichiers ailleurs. Et puis, chaque élément dans le livre et dans Star Wars et dans quoi que ce soit, c'est vraiment moi qui les ai dessinés de bout en bout. Et puis voilà, donc, et puis par exemple, là, on travaille sur un prototype de jeu vidéo. Faut aller vite. Donc, je ne vais pas m'amuser à refaire du trottoir, à refaire des trucs comme ça. Donc, j'ai des trottoirs, j'ai des bouches d'égout. On avance là-dessus, puis on regarde ce que ça donne. Mais donc, en fait, c'est très empirique. Et puis, par exemple, la voiture, je fais une voiture.
Mhm. Ok, il y a une partie où ils font un road trip. Euh, Puis je me rends compte que je donne l'intérieur de la voiture. Alors je dessine tout l'intérieur de la voiture. Puis après, je me rends compte qu'il doit ouvrir la portière. Donc il faut que je découpe mon truc. J'imagine un système d'ouverture de portière. Puis après, il doit ouvrir le coffre aussi. Puis il doit avoir la banquette arrière. Puis, et donc en fait, je me retrouve à avoir une sorte de véhicule multifonction que je peux adapter avec les roues que je peux tourner. Donc il y a un côté jeu vidéo aussi dans ces assets que je crée et que je peux modifier à l'envie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté hybride en fait. Je suis pas vraiment dans la Mhm. 3D. Je pourrais en fait trouver des pistes 3D et puis faire une vue en plan écrasé et puis avoir tout ce que je veux. Mais j'ai pas pris ce chemin-là. Euh, donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Et du coup, je me demandais aussi, est-ce que tu dessines par exemple dans des carnets? Est-ce que tu as une pratique du dessin pour enrichir ta bibliothèque visuelle ou c'est tout sur le numérique? Non, alors au départ, j'ai toujours des feuilles où je griffonne des idées, si je dois dessiner quelque chose rapidement, ben, je fais vite un petit croquis. Mais c'est vraiment au tout début. Très vite, je passe à l'ordinateur, très vite, je switch. Euh, j'ai pas ce dessin d'observation. Euh, pour moi, c'est vraiment le, le, le cœur de ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire qui est racontée, les personnages. Oui. Euh, le, en fait, durant le livre, j'avais des moments qui étaient assez esthétisants, euh, où je me faisais plaisir, où je mettais mille détails, je me disais, ah ouais, ça me le fera. Mais en fait, ça n'apportait pas grand-chose à la lecture. Ça perturbait aussi la lecture parce que tout d'un coup, on devait s'arrêter de lire pour contempler le truc. Et, euh, et ma règle, c'était est-ce que ça fait sens dans la philosophie du livre? Sinon, c'est out. Mhm. Et, euh, et donc, en fait, j'ai un peu cette allergie du dessin, pas allergie, mais cette prudence quant au dessin qui est trop séduisant en termes de visuel. Et j'essaie de dire, OK, essaie de sécher pour arriver à la narration. Mais au bout d'un moment, par exemple, quand je fais les revolvers, il y a pratiquement, il y a très peu de dégradés dans le livre. Ben là, je mets des ombres, des lumières. Enfin voilà, je crée du volume avec les dégradés. J'en mets dans tous les sens. Bon, ça passe. Mais c'est vrai que ça fait un- il y a cette quête là. Alors là, pour le coup, il y a cette quête un peu du côté brillant, chromé, machin et tout. Et justement, là, tu parlais de narration. Est-ce que tu fais un storyboard? Donc, j'imagine que tu as écrit le scénario, mais est-ce qu'après, tu as découpé un storyboard ou tu es parti directement avec tes éléments à la suite? Alors, en fait, ça se passe comme ça. J'ai mon scénario. Je le découpe par séquence. Et là, j'essaie de travailler en double page. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut que, ou en une page, ou en quatre pages, mais j'évite de faire une page et puis se passer à l'autre. Euh, euh, à partir de là, je pose mes textes sur un document InDesign. Donc, c'est un document qui est un logiciel qui sert à faire des bouquins, en fait, en gros, de PAO, de mise en page. Et à partir de là, je mets mes formes, mes personnages que je place. Je fais mes carrés, enfin j'ai une grille hein, où je fais mes cases, je place mes personnages dedans, ils parlent, et puis je fais des croquis rapides qui parlent de décors ou d'éléments et tout ça. Et puis je passe dessus un petit moment quand même pour être sûr que ce soit bien structuré, que ça fonctionne bien. Puis après, je passe à l'étape de la réalisation des décors, savoir exactement ce que j'ai besoin. Euh, et, euh, et, et, et à partir de là, il y a un jeu d'affinage, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai mon décor, j'ai mes personnages, mais est-ce que je peux aller plus loin, moins loin? Euh, Est-ce que, par exemple, mon décor perturbe la lecture avec les personnages? Est-ce qu'il y a une collision qui se fait entre? Et donc tout ça, en fait, doit être travaillé. Et puis, en fait, c'est ça qui est un peu le piège avec ce genre de technique, c'est que je peux modifier le document jusqu'à la dernière seconde. Ouais.
C'est le PDF même que je peux retravailler, recorriger. Et en fait, on se dit, mais est-ce que j'ai trouvé l'emplacement parfait? Est-ce que j'ai trouvé le langage parfait? Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il y a pas, je peux pas faire mieux que ça? Et je pense que j'ai perdu quelques mois en fait Ouais. à me poser des questions qui auraient peut-être pas dû être posées. Il m'est déjà arrivé d'ailleurs de voir une page, de se dire non, non, mais je vais refaire les choses, je recompose tout. Puis je me redis qu'en fait c'était mieux avant, et puis j'ai passé une journée de travail à ne pas avancer. Ou être sûr qu'il n'y a pas la meilleure solution. Et est-ce que justement, entre l'édition allemande et l'édition française, tu as eu la tentation de refaire des choses, Alors, justement, tu as eu ce luxe de refaire la pour couverture? être tout à fait honnête, je crois qu'il y a sur les 6 réimpressions de la couleur des choses, il y en a tous des petites modifications à gauche à droite. Ok. Là, je ne sais plus laquelle c'est. 6e édition. Donc celle-là, elle est pas mal. On Ouais. arrive on arrive pas. Si je peux trouver, par exemple, un élément que j'ai modifié, c'est. Je vais comparer les pages tout de suite. Voilà, hop. Tac. En fait, il y a une scène de Star Wars où en haut, c'est une version corrigée. Et en bas, en fait, c'est une version que j'avais faite alors que je travaillais sur le Star Wars en question et que j'avais pas mis à jour les sabres laser, notamment, qui ont été un peu pimpés, un peu modifiés aussi. Je crois qu'en plus, ouais, c'est ça, c'est une mauvaise couleur. J'ai un sabre vert au lieu d'un sabre bleu, ce qui est Ouais, c'est pour un péché. fan de Star Wars. Ah non, mais c'est rigolo d'ailleurs parce que comme je disais, ce week-end, il y a eu énormément de gens sur le site et ça manque pas. J'ai des gens qui viennent me dire oui, mais à la scène numéro 14, la phrase dite n'est pas exactement la même. Et, je me dois d'expliquer, mais je crois que je vais la changer. En fait, j'ai pris le scénario original avec les lignes de dialogue originales, sauf qu'il y a sur le tournage des trucs qui ont été modifiés et voilà. Mais tant que je ne modifie pas, on va me le rappeler. Hein, donc, il faut bien que je vais finir par le changer. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, je crois que tu disais dans un tweet que Marc Hamill avait partagé, donc tu as toute son audience folle est Ah oui, repartie. oui, oui. Oui, 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 non, mais c'est assez extraordinaire. Et puis, d'ailleurs, alors j'ai pas encore été voir sur le forum Reddit qui a reposté, qui a drainé des dizaines de milliers de personnes. Il y a des centaines de commentaires qui parlent de tout ça, qui ont décrypté des trucs. Et par exemple, ce qui est rigolo, c'est que, alors je suis francophone et j'ai fait Ouais. une traduction sonore des sons des droïdes. Et pour les Anglais, ça c'est pas du tout la même, ça sonne pas du tout la même en fait. Ah oui. Et donc il y a vraiment genre limite un débat sur c'est quoi une transcription correcte des sons des droïdes de R2D2 par exemple. On se retrouve dans des forums comme ça à débattre de ce genre de choses. Ce qui est Oui, rigolo. c'est excellent. Tu pourrais mettre un petit easter egg caché et tu aurais des centaines de notifications. Ah oui, 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 oui. Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une œuvre qui fait même débat avec les différentes versions qu'il y a eu, avec le fait que il y a une version où Han Solo shoots first Mm. et donc quelle version j'ai choisi, est-ce que je respecte vraiment l'œuvre du maître étant donné que lui il a fait l'autre, blablabla. On est sur des études de texte limite christique quoi. C'est assez rigolo. Et est-ce que justement pour la couleur des choses, il y a une traduction en anglais qui est prévue? Et si oui, est-ce que tu crois qu'il va y avoir un lien qui pourra se faire avec cette communauté? Alors, il y a plein de choses il y a plein de pistes à explorer sur les traductions. Pour l'instant, j'ai pas d'offre ferme pour les Anglais, mais il faut le bon éditeur. Mhm. Il y a beaucoup d'éditeurs anglais ou américains même. Et par exemple, Serge, ce livre était très bien dans le catalogue de Serge parce qu'il a su le défendre et il a su le mettre. Euh, Enfin, étant donné que tous ces auteurs sont étrangers, il y a une sorte de pluralité qui fait que ça a bien sa place. Mhm. Quand il y a des maisons qui ont des styles ou des genres très définis, arriver avec un livre comme ça peut être un peu perturbant. Donc, il faut trouver le bon éditeur.
Et oui, moi j'ai une liste email, enfin je récolte, on peut s'inscrire à la newsletter de Star Wars, donc j'ai un millier d'emails à qui je pourrais dire bientôt qu'il y a une version anglaise de ce bouquin qui existe. Parce qu'on me le demande, hein, surtout que ça se passe en Angleterre, donc ça ferait sens en fait. Ouais. Mais je suis curieux de la réception anglaise en fait. Je serais très curieux. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que peut-être on ne se rend pas compte quand on est en France. Moi, je suis du côté germanique de la Suisse. L'éducation française à la bande dessinée est très très élevée comparée au reste d'Europe, et que c'est un marché très très grand, et que le marché anglais est même beaucoup plus petit que celui de la France, quand bien même États-Unis, quand bien même tout ça. Donc voilà. Après, par exemple, les plus grands lecteurs d'Europe, c'est les Allemands. Mais le marché de la bande dessinée allemande, il est tout petit. Donc on a des paradoxes comme ça. Tout n'est pas évident. Et en parlant d'adaptation, est-ce que j'ai cru lire aussi qu'il y avait une adaptation peut-être au cinéma qui est prévue, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors j'ai vendu les droits il y a une année maintenant. Alors, j'ai des clauses de confidentialité. Ce que je peux dire, c'est que ça a été signé en Suisse, donc avec un réalisateur suisse. Et pour le coup, moi, je suis très content parce que, déjà, je n'ai pas à me gérer ça maintenant, parce que quand j'ai eu le Fauve d'Or, j'ai eu beaucoup de boîtes qui m'ont contacté pour les droits. Ouais. Et le fait que ça a été verrouillé en Suisse, enfin, s'il y a une sorte en plus, il habite dans la même ville, il habite à Zurich, celui qui a acheté les droits. Donc en fait, il y a une proximité qui me plaît bien. Quand j'étais à Paris et je parlais de ça, des droits qui étaient en train d'être vendus, en France, on m'a raconté des histoires. Enfin, le milieu du cinéma, ça peut être quelque chose d'assez violent et assez brutal en termes de droits, de représentation et tout ça. Donc là, je suis assez content de tout ça. Et puis surtout, j'ai pas à m'occuper Moi, je suis spectateur de cette adaptation et je suis très content de ça. En fait, je suis très curieux et je n'ai aucune velléité de dire non, mais j'aimerais plutôt que ce soit comme ci, plutôt que ce soit comme ça. Non, moi, c'est la vision du réalisateur et moi, je suis spectateur. Je me suis renseigné notamment pour l'adaptation du Nom de la Rose de Umberto Eco. Et lui, il était sur le set. Enfin, il était assez critique envers. Il voulait pas que Sean Connery joue son personnage. Il voulait pas que si. Il voulait pas. Enfin voilà. Moi, j'ai aucune. T'es OK pour Sean Connery, toi. C'est bon. Pardon? J'ai dit t'es OK pour Sean Connery, c'est parfait. OK pour Sean Connery. Paix à son âme. En fait, l'avantage de ce style, c'est que il y a vraiment un truc qui se passe dans l'esprit du lecteur qui fait qu'en fait, l'histoire devient sienne et que moi, je n'ai plus à intervenir dedans. En fait. À dire non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, mais mon personnage était blond. Non, voilà. Bah non, en fait, tu fais ce que tu veux. Et par rapport à la confidentialité, est-ce que tu peux en parler? Je ne sais pas, mais est-ce que tu crois qu'il gardera un lien avec cette vue du dessus, ce système narratif, tout ça? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Peut-être. En fait, maintenant avec les drones, c'est drôle parce qu'à une époque c'était vue d'oiseau, on est venu à vue d'avion et maintenant c'est vue de drone. Genre, ton livre il est fait vue de drone, quoi. J'étais ouais. Et en fait, maintenant avec les drones, en fait, c'est faire des shoots, des top-down, c'est très très simple. Maintenant, je sais pas. Je sais que c'est de la prise de vue réelle. C'est pour le cinéma. Et en fait, ce qui l'intéressait avec ce projet, c'était qu'il y avait des phases qui étaient très mises en scène, mais aussi des phases où justement, il pouvait laisser place à la créativité, à trouver des solutions par lui-même et des choses comme ça. Ah bah dis donc, on est curieux de voir ça, de voir comment ils s'en emparent. Et tu as mentionné, on a parlé pas mal aussi de ton prix. Tu as reçu donc pas mal de prix pour un premier livre, et dont le prix Fauve d'Or en Angoulême. Comment tu as reçu ça? Comment tu vis ça? Et est-ce que ça va t'influencer pour la suite?
Euh, alors, comment je reçois ça, c'est très honorifique. C'est vraiment. En fait, ça serait arrogant de dire que je m'y attendais ou que je le mérite et tout ça, machin. Je pense que pour moi, ça valide un chemin, un parcours, et pour moi, c'est ça le plus important. Et, euh, et je suis vraiment reconnaissant de l'accueil qui est fait et du prix de la critique, du Grand Prix de la critique aussi de la CBD et du Fauve d'Or, qui sont vraiment les deux prix les plus, j'ai envie de dire, les plus en vue dans le milieu. Et oui, après, voilà, je pense que après, faut réussir à faire un deuxième livre qui valide tout ça. Je pense que ça, c'est la difficulté. Mais pour moi, le plus grand atout de ces prix, c'est que désormais, je n'ai plus à expliquer de long en large, comme je l'ai fait pendant des années, à dire non, mais attendez, je vous assure, ça se lit très bien. On dirait que c'est abstrait comme ça, mais il faut juste commencer à le lire. Et, euh, et je crois que ça m'épargne en fait cette défense que j'avais régulièrement de devoir défendre mon travail bec et ongles. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser euh, en fait, pour finaliser ce livre, j'ai dû le financer. Et donc, j'ai développé quand même pas mal de méthodes qui consistent à aller chercher de l'argent à gauche et à droite, à travers des fondations, des villes, des cantons. Puis même tous les prix en Suisse, qui sont parfois bien dotés, j'allais concourir à ces trucs pour avoir des sous, pour faire le livre. Et il y avait notamment en Suisse le prix suisse du design. Et à une époque, il y avait la bande dessinée qui était dedans. Et c'était des gens qui étaient. La bande dessinée en Suisse, elle n'est pas vraiment mise en avant. Il n'y a aucun prix fédéral de bande dessinée. Il y a des choses qui se passent un peu à gauche, à droite, mais de manière globale, c'est assez confidentiel. Euh, et, euh, et je montrais ce travail et ça ne marchait jamais. J'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où j'apprenne qu'en fait, ils lisent pas les bandes dessinées. Ils regardent les images. Et moi, j'étais atterré du fait de me dire, mais en fait, on n'a pas le temps de lire. Donc, nous, on a vu vos images. Ouais, ok, puis next, quoi. Et, euh, et donc, maintenant, je me dis que si je montre quelque chose, ben, je pense que les gens prendront le temps de le lire et non pas de le feuilleter en disant, ouais, bon, ben, voilà, quoi. Donc, voilà, ça, je pense que c'est vraiment un atout. Enfin, j'espère que ça sera un atout pour aller plus vite ou pour être plus clair. Et puis après, c'est aussi une expérience de vie qui est assez géniale. Moi, je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Moi, je découvre le Festival d'Angoulême, j'arrive avec un premier livre. La version allemande, elle est sortie pendant le Covid, donc pas de signature, pas de rencontre, pas de situation normale. Donc, c'est un peu comme si tout venait d'un coup. Et ouais, je suis très reconnaissant, surtout que comme l'a rappelé, je ne sais plus qui me l'a dit ça. Il dit, ça n'aurait pu ne pas arriver. Ça aurait pu faire un flop, et puis next, puis voilà. Donc, je remercie, je ne sais pas qui, les énergies qui ont fait que ça a été possible, mais ouais, voilà. Et du coup, tu parlais de signature, il y a quelque chose, tiens, je voulais évoquer avec toi. Tu es venu à Angoulême avec un robot qui dédicace. Oui. Pour toi, d'où ça vient cette idée? Est-ce que tu as fait ça dès le début ou c'était pour Angoulême que tu as eu cette idée? Non, alors au début, en fait, je ne savais pas comment signer ces livres. La Die Farbe der Dinge, la version allemande, j'avais des compas, j'avais des pochoirs, j'avais des trucs. En plus, il faut savoir que je suis un grand dyslexique dysgraphique, donc mon écriture n'est pas très au clair, en plus de l'allemand, enfin, c'était assez fastidieux. Et peu de temps après, j'ai découvert ces traceurs, en fait, et je me suis dit, ah, mais un peu en itérant, comme ça, c'est pas devenu tout ça, je vais signer mes bouquins avec ça, mais j'ai vu que ça marchait. Et donc voilà, alors je l'ai pas avec moi, mais ce que je peux vous montrer, c'est la version. Donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une version A3 en fait. Donc c'est un moteur XY avec un axe XY avec un bras. Et là au bout, on met un petit silo. Et puis ça monte, ça descend et ça déplace le bras. Et en fait, ça permet de reproduire. Je vais le reposer. De reproduire les dessins du livre qui sont en vecteur. Ça reproduit que des dessins vectoriels. Donc je peux vraiment extraire des dessins du bouquin et puis en changeant les stylos, en faisant des superpositions, en faisant des jeux d'impression,
arriver à des choses assez intéressantes. Bah, tiens, là, j'ai une petite signature. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Oui, par exemple, c'est le revolver où j'ai décalé en changement de couleur. En changeant les couleurs, il y a un effet de superposition, de vibration qui est assez. Je ne sais pas si on voit très bien, mais qui peut être assez intéressant en fait. Et puis aussi, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'expérimenter, c'est de tester des nouvelles choses. Donc là, je peux trouver mon comment dire, quelque chose qui me nourrit. Parce que je crois que j'ai vraiment de la peine de refaire la même chose. Ouais. Et je voulais te poser une question aussi sur le titre, la couleur des choses. Est-ce que le titre est venu facilement? Est-ce qu'il est venu, à quel moment du projet il est venu ce titre? Il est venu très tôt. Il est venu très tôt en un titre de travail. Puis après, à un moment donné, je l'ai appelé le projet Couleur. Et pour finir, en fait, ça allait de soi. Donc ouais, très tôt dans mes archives, j'ai déjà la couleur des choses. D'ailleurs, en 2012, je peux vous montrer ce que j'ai montré. Hop, je vais vous montrer ça aussi. Donc voilà, ça c'est ce que j'envoie à la commission machin pour le prix d'encouragement à la bande dessinée. Et donc on peut voir en fait qu'il y a les dessins sont là, enfin tout est au. C'est rigolo d'ailleurs de redécouvrir ces dessins. Par exemple, les personnages étaient monochromes. J'ai dû les mettre bichrome pour avoir plus de personnages. Et des dessins que j'ai complètement refaits, il y en a d'autres que j'ai à peine touchés. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Et voilà. Par exemple, ce genre de composition, je crois que tu avais un exemple que tu montrais à l'écran en fait. Ça, c'était la version 1. Et puis la version 2, c'est celle avec ce S. Et puis ça, pour la petite anecdote, c'est la version la plus collector qui existe parce qu'elle a été éditée en 10 exemplaires. Maintenant, je peux le raconter, je crois qu'il y a prescription. Il faut savoir que quand on demande de l'aide au canton de Genève, alors ça c'est à l'époque, je crois que ça a changé. Genre voilà, j'ai un projet de bande dessinée, est-ce que je peux avoir du soutien du canton de Genève? Ils disaient ah oui, bien sûr, on vous octroie 10 000 francs, mais une fois que vous aurez fini le livre. Et une fois que vous aurez fini le livre, vous nous l'envoyez et on vous envoie la somme. Donc le principe, moi, c'était que j'avais besoin d'argent pour travailler, j'avais pas besoin d'argent après en fait. Et donc au bout d'un moment, j'ai imprimé les 2 chapitres chez un Copy Quick pour faire de la photo. Et je leur ai envoyé 2 exemplaires et puis ils m'ont envoyé la somme, ce qui m'a permis de finir le livre. Voilà. Mais il y a là encore, j'ai plein de dessins qui n'apparaissent pas dans le livre terminé, je me rends compte. Je vais peut-être vous trouver, par exemple, cette scène-là qui a été cotée. À la base, il devait faire 300 pages, ce livre, et cette scène-là aussi a été supprimée. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Ça, c'était le truc à la base, un peu wow effect, où je m'étais amusé à faire des petits effets de volume, des petits effets de trucs, des machins. Et ça, j'ai tout effacé, tout recommencé, parce que ça n'était pas la lecture, c'était pas assez fluide, pas assez. Puis ça rompait aussi avec la philosophie du bouquin, en fait. Et c'est toujours un peu ça où on arrive, en fait. Est-ce qu'on est dans le thème ou pas? Est-ce qu'on est dans le tout? C'est marrant parce que c'est assez rare. Tu as eu plusieurs strates de ton livre. En fait, finalement, au fil des années, tu t'es fait plusieurs fois. C'est assez intéressant. C'est ton premier livre, mais en fait, c'est pas le premier techniquement. Ça doit faire un drôle d'effet, ouais. C'est ça. Oui, la première fois qu'on reçoit le livre terminé, il y a un effet un peu OK. À la limite, il y a presque un effet, c'est que ça. Ça tient dans la main, c'est OK. Et ouais, c'est
c'est intéressant. En fait, même, à un moment donné, j'avais les vieux fichiers que je trimballais de gauche à droite et que je bricolais. Et à un moment donné, pour finir le livre, j'ai tout recommencé. J'ai vraiment renommé tous les fichiers, enfin, essayer de travailler structuré, parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'assets, de décors, ça prend un poids tellement monstrueux que j'ai dû tout recommencer, en fait. Et ben là, on arrive à ma dernière question. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Et pour ma dernière question, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton prochain projet. Alors, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais sans trop en dire non plus. Est-ce que tu travailles déjà dessus? Est-ce que tu as un rythme de travail? Est-ce que tu as déjà un horizon pour le projet? Pardon. Alors, en fait, le projet qui avance le plus en ce moment, c'est un peu le jeu vidéo. Mais c'est un projet qui est vraiment à la germination. Et il avance bien parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul à bosser dessus. Et donc, moi, je donne 2-3 images, 2-3 textes, et puis boum, j'ai un truc qui bouge, qui est jouable et tout ça. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Là, c'est ce qui avance le mieux. Et sinon, en fait, vu que mon livre était sorti en 2020, moi, j'avais recommencé un projet suite à Die Verbedardinge, qui traitait la thématique du son. C'est-à-dire que ça allait raconter l'histoire d'un chasseur de son qui allait voyager par le monde et récolter des documents sonores rares. Et l'idée sur laquelle je travaille actuellement, c'est de transcrire le son en images et que le lecteur, au fur et à mesure du récit, apprenne en fait une sorte de vocabulaire sonore et puisse tomber avec des images abstraites et commencer à lire, ah ben, il y a ça comme bruit, c'est violent, c'est doux, il y a un tempo, il n'y a pas de tempo, il y a un bruissement. Et en fait, c'est de chercher des sensations comme ça, un peu différentes, mais je suis vraiment en phase expérimentale. J'ai une structure, je sais un peu où je vais, mais pour l'instant, j'ai tout mis en stand-by parce que promotion l'oblige. Donc voilà, c'est ça, mais j'ai hâte de m'y remettre. Ouais, ben nous, on a hâte de lire ça. Va falloir que tu trouves des sons pour les droïdes. Et ben, merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Si vous avez loupé le début, donc il est disponible avec tous les replays de tous nos lives sur Bubble 9e art, sur la chaîne YouTube. Et sur 9e art, il y a aussi un coup de cœur écrit avec des extraits si vous voulez en savoir plus sur la couleur des choses. Et je vous dis à bientôt et bonne soirée. Salut! Bonne soirée, bye!